Oui, je reprendrai presque vos mots, effectivement, en saluant tout autant la démarche, hein, la démarche participative, que effectivement le sujet en tant que tel, parce que ça matérialise finalement la relation responsable qu'on veut avoir avec les promoteurs. Et ça démontre bien que les promoteurs ont toujours eu le souhait, ou en tous les cas l'efficacité, de discuter avec la collectivité pour ajuster son projet. Donc ça matérialise par écrit les ambitions de la commune sur ce qu'on attend du promoteur. Ça en dit long des pratiques du passé et ça donne beaucoup d'espoir sur les pratiques du futur. Donc en ce sens, cette démarche est tout à fait appréciable. Après, ce qu'on peut soulever, c'est les angles morts. Et il y en a plusieurs et on en a discuté. Dans les angles morts, d'une façon générale, dans ce document, c'est un peu un joyeux mélange entre urbanisme et architecture. Alors je sais que pour certains, tout ça, c'est un peu tout pareil. La réalité, c'est que c'est pas du tout pareil. L'urbanisme, c'est la ville qui réglemente et qui donne sa vision sur l'aménagement. L'architecture, ça touche davantage à ce qu'on peut voir du bâtiment, à ce que l'on en attend dans ses fonctionnalités et même son esthétisme. Pacte pour l'urbanisme, quand on regarde un peu le document, il y a beaucoup de choses qui touchent à l'architecture et qui sont pertinentes. Donc effectivement, lier les deux, c'est somme toute sympathique et je ne sais pas si c'est visionnaire, en tous les cas, ça résulte d'une bonne intention et tout à fait efficace. Par contre, pour la mise en œuvre, c'est évident que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, si on regarde un peu dans le détail, bon, il y a d'abord, et on en avait discuté, il y a la date d'application, 1er septembre. Alors, ça pose plein de questions. On délibère pour la mise en œuvre tout de suite, hein, on ne délibère pas pour le futur. Quand on fait l'exonération des terrasses de café, on ne fait pas ça pour le mois de septembre, on fait ça pour application immédiate, parce qu'on estime que, voilà, il faut le faire. Donc je comprends que la date, ça dépend de ce que l'on va modifier, ça dépend un peu de la nature de l'acte d'engagement qui va être défini. Donc là, c'est un petit peu ennuyeux, parce que déjà, on sait qu'on est un petit peu bancal entre architecture et urbanisme, on n'est pas très net et très clair sur l'acte d'engagement, et on dit de toute façon, on s'en reparle le mois de septembre. Donc ça, c'est quand même une première délicatesse dans ce projet. Après, si on va un petit peu plus loin, il fait référence effectivement à un certain nombre de documents, comme le schéma régional de cohérence écologique. Hein, voilà, on dit, et c'est l'ambition de se référer à ces documents. Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier de citer les PADD, les SCOT. Voilà, enfin, il y a quand même un certain nombre de documents qu'il faut avoir en mémoire. Mais si on regarde aussi un peu dans le détail, mais ce n'est pas l'objet de ce conseil, on en a déjà parlé en commission, moi je retiendrai quand même 2-3 points sur le fond, et là je vais sur le fond, qui méritent quand même débat. Quand on dit limiter la minéralité dans le traitement des sols et des espaces verts, on ne peut être que d'accord. Mais il existe un PLU qui définit aujourd'hui ce qu'est la pleine terre en zone UR, bon, 50%, pardon pour être précis, mais c'est quand même ça que vous regardez aussi les promoteurs, et zéro pleine terre si on prend la zone UCM Monoprix. Voilà, donc il y a quand même la réalité du PLU qui fait que ce pacte, il est certes très attractif, mais il va se confronter, dans les discussions que vous aurez aux promoteurs, à la réalité du PLU. Donc attention un peu à l'aspect publicitaire, et je pense qu'il faut le rappeler. Je prends un deuxième... Alors, en plus, quand on parle de porosité, ou en tous les cas de perméabilité des surfaces, n'oublions pas ce qui a été fait il y a quelques mois sur le parking rive droite. Donc il faudrait quand même s'appliquer aussi à soi-même, à l'espace public, ce qu'on veut exiger des promoteurs par ailleurs. Je referme la parenthèse. D'autres points sur lesquels on ne sera pas forcément d'accord, là aussi en termes d'écologie, je donne un deuxième point d'exemple, c'est effectivement une préférence, ou en tous les cas, pourquoi pas, une acceptation des toitures planes ou des toitures végétalisées. Vous savez que l'étanchéité de ces toitures fait appel à des produits pétroliers, fait appel à ce qu'on appelle le sédum, en tous les cas des composants de bâtiments qui sont loin d'être écologiques. Préférez une charpente avec du bois et des ardoises, vous verrez, vous serez beaucoup plus écologique. Voilà, c'est une proposition. En tous les cas, je crois qu'il faut faire attention à ces options architecturales.
Voilà. En tous les cas, si nous, on doit donner une orientation écologique, je crois qu'il faut aller effectivement vers des matériaux qui soient beaucoup plus dignes. Alors j'en reviens, parce qu'après, quand on arrive sur le chapitre 3, on rebascule effectivement sur des éléments d'architecture, des halls transparents, pourquoi pas, hein, facilement accessibles, avec des locaux réservés pour les vélos. Tout ça est aussi peu ou prou réservé, est aussi mentionné dans le PLU. Bon voilà, quant à l'acoustique, on passe sur toutes ces notions-là. J'en terminerai juste par 2 points. Le recours aux matériaux biosourcés. Alors vous parlez du béton ultra bas carbone. Je sais que c'est une des spécialités de Vinci, hein, donc mais franchement, le béton est fortement consommateur en carbone, beaucoup plus que la pierre, qui est certes 10 ou 20% plus cher, ou en tous les cas que la brique. Donc je pense que là aussi, attention à ces préconisations, à notre sens un peu rapide, sur lequel il faut être vigilant. Voilà. Et ça fait partie du travail, mais vous voyez, il y a quand même plusieurs remarques de vigilance, je pense, qu'il faut prendre en compte. Et je terminerai par un tout dernier point, là, qui plutôt nous a fait bondir. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de numéro de page, mais en gros, c'est dans le chapitre 4. Alors, il y a une phrase assez compliquée, mais vous l'avez sûrement tous remarqué. Tout en recherchant avant tout un équilibre des gabarits, une demande de dérogation de hauteur de la construction au-delà de la capacité maximum admise dans le PLU peut être justifiée dans la réalisation d'une opération, d'un programme, etc., etc. Donc là, on est en train de se dire qu'éventuellement, potentiellement, par rapport à ce qui est indiqué dans le PLU, on pourra s'autoriser effectivement à avoir des hauteurs supérieures. Alors attendez, je pense qu'on a vécu la même campagne municipale, hein, peu importe qui a gagné, qui a perdu, etc. Les Chavinois nous ont dit un certain nombre de choses. On est aujourd'hui effectivement à 20 mètres sur Roger Salengros, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement en zone UC, en zone UR, etc. Enfin, ça veut dire quoi? De poser une phrase comme ça, pardon, mais dans une charte ou dans un pacte, ça peut faire un petit peu bizarre. Voilà, donc en gros, moi je salue, et l'ensemble de notre groupe salue la démarche, dans sa méthode, dans son fond et sa capacité, parce que une fois de plus, ça matérialise ce que l'on veut comme relation avec le promoteur, et ça c'est fort heureux et c'est un vrai progrès, et il n'est pas maigre. En revanche, dans le fond, je crois qu'on a un certain nombre de sujets que j'ai évoqués un petit peu techniques sur lesquels ça mérite quelques zones de progrès. Et puis là, il y a quand même un peu des cailloux dans la chaussure qu'on aura du mal en l'état d'admettre. Merci.